France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Des entretiens diffusés sur la chaîne nationale en 1951. Entretiens avec un écrivain. Les entretiens les plus célèbres, sans doute, de l'histoire de la radio, de cette époque-là en tout cas. Des entretiens qui, d'une certaine façon, ont rendu célèbre l'interviewé. Bougon, grognon, de mauvaise et de bonne foi, à 50-50. Paul Léotot. Les entretiens étaient enregistrés au fur et à mesure et diffusés au fur et à mesure. Donc, les auditeurs réagissaient, écrivaient, protestaient, félicitaient, les auditeurs et les hommes politiques, puisqu'il y eut même une interpellation au Parlement. Et, entre chaque enregistrement, la vie continuait, et certains écrivains mouraient. Suite et fin des entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale de fin 1950 à juillet 1951. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Tandis qu'avaient lieu nos précédents entretiens, André Gide est mort. Vous avez parlé plusieurs fois de lui, mais il faut bien le dire, vous l'avez fait sans ménagement. Vous avez même quelquefois été assez sévère. Il faut dire que cette sévérité portait davantage sur l'œuvre, sur le style, que sur l'homme lui-même. Cet homme, je sais que vous avez pour lui beaucoup d'estime. Une estime même profonde. Et je m'en suis rendu compte quand je vous ai accompagné près de son lit de mort. Eh bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous nous disiez ce qu'a suscité en vous cette disparition. J'aimerais aussi que vous nous disiez les impressions que vous avez rapportées de la répétition générale des caves du Vatican et tout récemment de celle d'Édipe. En décembre dernier, nous sommes allés voir les caves du Vatican et je savais que vous aviez eu une certaine réticence avant d'accepter de participer à cette répétition générale. Et André Gide avait beaucoup insisté pour que vous y alliez. Vous vous en souvenez? Ouais. Et je ne sais pas pourquoi vous paraissiez plein de réserve, enfin même de répugnance. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifiait cette répugnance? Mais j'ai été très peu attiré par la littérature de Gide, n'est-ce pas? J'aimais beaucoup l'homme, j'avais beaucoup de plaisir à le voir, j'avais une grande sympathie pour lui, mais enfin, je l'ai peu lu. Ça ne m'attirait pas. Et alors, de Noël m'a dit, vous savez que je suis chargé par Gide de vous inviter à venir au Cave du Vatican. J'ai dit à de Noël, vous lui direz que ça ne m'intéresse pas. Bon. Et de Noël est revenu en me disant, Gide a dit qu'il vienne quand même. Bon. Alors j'y suis donc allé, n'est-ce pas Contraint et forcé? Non, oui, naturellement. Enfin, ça ne vous était pas désagréable de vous faire un petit peu prier. Vous m'avez toujours dit que vous aimiez bien vous faire désirer. C'était sincère chez moi. Et puis, n'est-ce pas, j'y suis allé même avec un certain parti pris désagréable. J'avoue que le mot parti pris, n'est-ce pas? Une prévention. Une prévention, oui. Eh ben, je suis sorti de là. Conquis. Même par l'œuvre. Du reste, n'est-ce pas, quand ça a été fini, vous étiez là, vous le savez bien, j'ai été trouvé Gide rapidement, qui était en savoir, et je lui ai jeté 2 fois de suite à la figure, remarquable, et je suis parti. Et il vous a répondu, merci mon petit vieux. Alors, écoutez, je trouve ça singulier de sa part. Oui, je l'ai entendu. Oui, mais enfin, il n'était pas plus grand que moi, et il était aussi un petit vieux. Oui, enfin, c'est un mot d'affection. Enfin, bon. Mais dans les caves du Vatican, qu'est-ce qui vous a séduit d'abord? Est-ce la subtilité de l'esprit, ce mélange du comique et du tragique? Je trouve que c'est plutôt
La part psychologique, peut-être. Non, c'est plutôt une tragédie que ce qu'il appelle sottise. Quel est le sens exact du mot sottise? Est-ce que c'est farce un peu? Oui, c'est ça. C'est un oui. mot Oui. Eh repris ben, du non, Moyen-Âge. Non, non. Le commencement, en effet, pouvait être pris un peu comme une farce. Il y a tout de même un ton, la biche. Je l'ai trouvé très peu. Non, mais ce qui m'a grandement intéressé, n'est-ce pas, c'est que quand on fait si bien la psychologie d'un crime et la psychologie de sa préparation de ce crime, eh bien, j'ai toujours pensé qu'on exprime bien que ce qu'on porte plus ou moins en soi, ça faisait partie, au fond, de Gilles. Sinon un certain instinct, du moins une certaine délectation aux choses criminelles. Voilà. Ben, c'est encore assez péjoratif à l'égard de Brigitte, ce que vous dites là. Non, on peut être innocent et être attiré vers la psychologie des crimes. Donc vous appréciez ce don de suggestivité. Oui. Mais vous ne dites pas que ce soit de la subjectivité. En tout cas, ça révèle une très grande intelligence. Cette intelligence dans l'explication du Dans mécanisme l'analyse. du crime. Dans l'analyse de quoi que ce soit, du crime, puisqu'il y avait crime, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute cette part de fantaisie, cette part de satire des mœurs d'une époque. Oui, naturellement, il y a la ragerie, il y a le scepticisme, il y a même le côté bouffon, n'est-ce pas, une bouffonnerie un peu sacrilège. Ah, vous avez senti un peu de sacrilège. Ah ben, cette façon qu'on avait de parler du pape, n'est-ce pas, du pape enfermé, et que celui qui était sur la chair de Saint-Pierre était ça pour pape, et quand il y a deux hommes qui parlent de ça, et qu'un autre qui n'est pas au courant dit, mais mon cher, vous allez vous faire excommunier, et que, si c'est un faux pape, on s'en fout. Ça vous a amusé, cet aspect. Oui. Mais ça ne vous a pas choqué du tout. Non, pas du tout. Je suis sorti de là, je vous dis. Les caves du Vatican, comme Égypte, m'ont créé une certaine considération pour Gilles que je n'avais pas absolument. Mais vous n'aviez pas lu les caves du Vatican. Non. Mais alors vous ne pouvez pas faire évidemment la discrimination entre le roman et la pièce. Et on a beaucoup critiqué la mise à la scène en pensant qu'elle avait nui finalement à la portée philosophique de l'ouvrage. Mais il y a une pensée philosophique dans les caves du Vatican? Évidemment. C'est toute la théorie de l'acte gratuit, l'acte de Lafcadio, quand il projette par la fenêtre du wagon le pauvre vieux fleurissoir. Je pense que j'ai toujours été contre ça. Oui, vous m'aviez dit avant d'aller voir les caves du Vatican, Oui. non, ça c'est ignoble. Ouais. Non, inepte. Ah, et vous aviez employé aussi le mot ignoble. Non, la théorie de l'acte gratuit est une ineptie. Un individu qui commet un crime pour voir quelle jouissance ça mettra en lui, écoutez, c'est du déraillement. Ce que je voudrais savoir, c'est que si ça vient vraiment de Dostoïevski, l'acte gratuit. Oh, c'est-à-dire qu'il était inclus dans Dostoïevski. Enfin, mais il n'y a pas que Dostoïevski qui ait senti cela. Je crois que tous les philosophes, depuis l'origine du monde, ont senti ce besoin, quelquefois, de l'homme de commettre un acte qui n'a pas de raison apparente, évidente, sinon le bon plaisir. Mais pas jusqu'au crime. Non, évidemment, c'est une audace. Que tous les gens qui ont subi l'influence de Dostoïevski, c'est la part la plus médiocre de leur... Pour Gilles, l'acte gratuit. Pour Duhamel, le roman feuilleton Les Saladins. Et puis alors, l'immonde Bubu de Montparnasse de Charles Philippe, le relèvement de la prostituée. Je trouve ça... Enfin, vous avez cité là tout de même 3 très bons ouvrages. Bubu de Montparnasse, c'est pas beau. Mais pourquoi? Écoutez, je m'excuse de vous le dire, mais je trouve qu'entre Bubu de Montparnasse et le petit ami, il y a des points communs. Oui. Vous ne les trouvez pas, ces points-là? Non, mais moi, je ne gémis pas notre petit ami. Tandis que ce Charles-Philippe, il sanglotait. Ah, mais c'était son tempérament, sangloter toujours. Les gens qui sanglotent me font suer. Oui, mais enfin, vous voulez qu'on soit sincère. Il était sincère en sanglotant. Non, surtout qu'il n'était pas comme ça. Moi, j'habitais rue Rousselet. Il était inspecteur des étalages dans tout le quartier du 7e arrondissement. Je le rencontrais très souvent. C'était l'âge le plus rigolo qui soit. Seulement, quand il écrivait, il gémissait. Ah, parce que là, il exprimait le fond de son tempérament. Avec vous, il savait qu'il valait mieux pas pleurnicher. Non, il savait pas. Non. Enfin, nous voilà loin des caves du Vatican. Ouais. Et je voudrais savoir aussi, à propos des caves du Vatican, si vous pensez que l'exemple
qu'André Gide a permis de donner sur la scène l'exemple de ce crime peut être mauvais pour les jeunes. Oh, ça m'est égal, non, sûr. Oui, mais ça vous est égal, mais Ouais. tout de même, les faits sont là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un... Vous vous rappelez ce que vous m'avez dit en sortant de la du Vatican? Oui. Ouais, bon. Alors, moi, je trouve ça... Non, ce sera possible. Non, vous voyez, vous aussi, vous avez l'idée du crime. Moi, ça me donne l'idée de dire ça. Alors, non, j'ai pas l'impression que je commettrai un crime pour en avoir vu commettre un, mais je pense que ça peut donner non, des vous idées. avez dit que ça- si, à la sortie du spectacle, un subtil, avec les Gide. Il est compté 1, 2, 3, etc. Il lui est lancé un couteau entre les épaules. Vous avez dit, Gide n'aurait pu Que dire à même que dire, c'est indicible. Eh oui. Alors, d'avoir ouais. pensé ça. Ben donc ça prouve que ça peut influencer. Ah non, il n'entre pas dans les questions morales. Ce qui peut suivre moralement d'une œuvre écrite ou dramatique, ça m'est égal. Vous savez que c'est un principe littéraire qu'on a toujours exprimé de très grands écrivains. Nous ne sommes pas responsables des suites. Nous n'en sommes pas responsables, mais tout de même, nous pouvons provoquer ces suites, alors nous devons, nous en tenir compte, tout de même. Si. Est-ce que vous avez eu l'impression, en voyant les caves du Vatican, qu'on trouvait là l'application de cette formule de Gide? Je suis un enfant qui s'amuse, doublé d'un pasteur protestant qui ennuie cet enfant. Ah, c'est pas mal, ça, alors, c'est pas ça. On a l'impression que là, c'est l'enfant qui s'amuse dans la sottise, et puis c'est le pasteur protestant, avec tout ça, cet esprit religieux profond, et puis l'enfant s'amuse en étant un peu irreligieux, sacrilège, et le pasteur rétablit les choses. Vous n'avez pas l'impression tout de même que c'est une pièce très religieuse? Je sais que vous êtes assez fermé à tous ces horizons religieux. Moins qu'Édipe. Moins qu'Édipe. Et justement, nous en arrivons à Édipe. Mais pour en revenir, n'est-ce pas, que les écrivains ne sont pas responsables des suites réelles de suites écrites. Rappelez-vous le Werther de Goethe, tous les jeunes gens qui se suicidaient. Voilà une œuvre néfaste, si vous voulez. Je sais bien que ça tient à la niaiserie des victimes, mais enfin. Oui. Cette apologie, cette apothéose du suicide par amour, qu'il n'y a rien de plus bête au monde. Vous admettez donc l'influence d'une œuvre littéraire. Oui, mais... Elle ne vous préoccupe pas, vous, là. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas pour vous, mais elle compte pour les autres, surtout s'ils se suicident. Ah oui, mais les écrivains ont toujours dit, nous ne sommes pas responsables des gens qui nous prennent comme ça, qui prennent des œuvres d'imagination, n'est-ce pas, comme... Non. Et dans Édipe, qu'est-ce qui vous a captivé davantage? Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est, je ne sais pas quel mot employer, c'est le transfert du tragique dans le domaine intellectuel. Parce que jusqu'au dernier tableau, il n'y a pas à parler vraiment de tragique. N'est-ce pas? Non, on est plutôt dans une satire. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, j'ai trouvé que ce Jean Vialard... Jean Vilar. Vialard, oui. Ah, tiens, je crois que c'était Vialard. Non, c'est Paul Vialard, le romancier, et Jean Vilar, le metteur en scène. Ah oui, enfin, c'est bien lui qui Oui, joue. c'est ça, c'est Jean Vilar. Alors, n'est-ce pas, il n'est jamais tragique, cet homme. Il analyse, il examine. Mais il est tout à fait comme Gide. Oui, mais la question n'est pas là. Mais si, la question est là, parce que justement, il s'est fait la tête de Gide, et il a voulu qu'Édipe soit une sorte de Gide. Mais écoutez, il y a d'abord Gide qui, au lieu de faire du tragique comme dans son époque, tous les actes sont tragiques, n'est-ce pas, a fait là une analyse, une recherche mentale des choses, un Édipe qui s'interroge, qui voit le pour, qui voit le contre, même quand Tirésias lui rappelle les prophéties, il y a des moments où il dit oui, et l'autre moment, il est bien embêtant. Mais vous avez donc bien l'impression que Édipe, c'est Gide lui-même. C'est oui. Bon, eh bien, Vilar s'est fait une tête de Gide à Oui, mais travers Édipe. ça ne compte pas. Bon, ça m'est égal. Alors, n'est-ce pas, ce côté-là m'a beaucoup intéressé. Beaucoup. Je trouve même que tous ces premiers actes, pour moi, m'intéressent plus que l'Édipe que j'ai vu tant de fois à la Comédie Française. Voilà. J'aime mieux ça, n'est-ce pas? C'est intellectuel, n'est-ce pas? C'est de l'analyse perpétuelle. Et puis, je vous dis, cet homme a joué ce rôle d'une façon étonnante. Non seulement dans son débit, mais dans les jeux de physionomie et même dans les pauses qu'il prenait quand il était assis sur ses marches. Et les personnages des enfants ont dû vous amuser.
ouais, ouais, ouais. Je suis porté à penser que Gide a savouré une sorte de délectation morale en inventant les transports amoureux des Théocle et Polynice pour leur sœur. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ce sont les sujets. De même qu'il a aussi que le motif, par exemple, de l'inceste d'Édipe, Oui. ça aussi. Ça a dû remuer en lui certaines choses, enfin, si vous voulez, enfin, agréables. Écoutez. Et même l'assassinat de Laius, ça aussi, ça a dû lui plaire. Alors là, vous allez un peu loin, je crois, dans la façon dont vous avez Famille, concevoir les plaisirs de Famille, André je Gide. te hais. Oh non, non, non. Moi, écoutez, ça m'estical. La messiale, je suis sûr que moi, je dis vrai. Vous êtes sûr de dire vrai? Je suis sûr, quand je parle des choses enfoncées, très intimes de Gide, n'est-ce pas, sur les plaisirs purement intellectuels, n'est-ce pas, qu'il a trouvés dans ces trois choses. Il y a un grand défaut dans Édipe, c'est le dernier acte. J'ai tout, n'est-ce pas, je ne donne qu'un avis personnel, n'est-ce pas. J'ai toujours été au théâtre contre les scènes qui se passent dans la salle. Je trouve que ça sent le théâtre Montparnasse et la revue. Je trouve que le tragique, qui tout de même, enfin, il y a du tragique dans Édipe. Quand cet Édipe apparaît, sortant de son palais, qui n'a nullement les yeux crevés, et qui descend dans l'orchestre, et qui s'en va, c'est pas du tout impressionnant. Et ça c'est un manquement à l'œuvre de Sophocle. Songez qu'à la Comédie Française, Édipe apparaissait sur la marche du palais presque en hurlant, le visage plein de sang. Il disait adieu à la vie, au soleil, tout ça, et il s'en allait, appuyé sur l'épaule d'Antigone, vers la campagne qu'on voyait Au lointain. Au loin. Tout le fond du théâtre représentait la campagne. Tandis que... Là, vous le voyez descendre dans la fosse de l'orchestre, ça vous plaît moins, vous êtes moins ému, vous n'avez pas... je maintiens, pas impressionnant du tout. Et les avis ont été très partagés sur cette fin. Ma femme, par exemple, a été absolument bouleversée par ce départ vers les profondeurs qui impliquait une espèce d'idée infernale, enfin le départ... Non. Oh, ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais vous trouvez qu'il y a une progression constante vers le drame, n'est-ce pas? Le début est purement bouffon, et puis alors la montée se fait... Oui, mais quand Édipe est assis sur les marches du palais et qu'il examine le pour et le contre dans la réponse du Sphinx, dans la prédiction qu'un jour il tuerait son père, dans les avertissements de Tirésias, ça, c'est plus bouffon, ça. Ça, c'est vraiment un homme qui dit, voyons, tout de même, où est vrai, où est celui qui avait raison, et puis, et il a dit, non, c'est pas possible. Enfin, ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Et dans cette pièce, j'ai été moi-même très ému par un passage. Et je voudrais savoir si vous-même avez été ému en l'écoutant. C'est au moment où Édipe parle de sa réponse au Sphinx. Il a répondu à sa question, sa fameuse question, par « c'est l'homme ». Et ensuite il dit, eh bien, chaque fois qu'une question se posera à toi, chaque fois que tu voudras résoudre un problème, tâche de trouver la solution dans l'homme. Ouais. Et pour moi, ça m'a beaucoup touché parce que, personnellement, c'est ce que je sens. Enfin, j'essaie toujours de résoudre par l'homme tous les problèmes qui peuvent se poser à moi. Mais vous, qui avez horreur de ce mot « homme », il m'avait reproché une fois de dire « c'est humain ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est humain? Non, vous vous trompez. Je vous ai reproché de dire, mais enfin, qu'est-ce que devient l'humain là-dedans? Oui, l'humain, c'est une façon de dire l'homme, une autre façon de le dire. Non, c'est encore une ânerie du style d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Mais... Alors l'homme, ça veut dire quelque chose, et vous y êtes sensible. Si ça entend ce que je pense, la réponse par tout ce qui constitue un homme. La sincérité. Le bon et le mauvais. Oui, l'homme intégral. L'homme intégral. L'homme intégral avec ses bonnes et ses mauvaises actions. C'est ça que ça suffit. Ça signifie ça, et puis ça signifie aussi, je m'excuse de le dire, ça signifie aussi ce qui est humain. Parce qu'il y a tout de même une réaction
vis-à-vis des autres une réaction d'homme. Enfin, il À a la tué son bonne père, tout de même. Ben, il l'a tué sans le savoir. Puisque Il était poussé par une force à laquelle il n'appartenait pas, enfin il était un instrument. Il dit. oui, mais alors là, nous entrons dans un domaine mythologique et irréel, la prophétie. La Ouais. prophétie. Non, mais ce que je voulais vous faire préciser, je tiens parce que souvent vous paraissez, si vous n'aimez pas le mot humain, vous admettrez que le mot inhumain existe, vous paraissez un peu inhumain par une certaine virulence à l'égard des hommes, n'est-ce pas? Eh bien, tout de même, vous avez été touché par la réponse d'Édipe et par sa recette, en somme, sa recette d'humanité. Tient toujours compte de l'homme en tout quand un problème se pose à toi. Ça, je ne saurais pas. Ouais. Je tiens à répéter, n'est-ce pas, que costume, décor, interprétation, c'est au-dessus de tout éloge. Je vous dis, moi, j'ai été ravi de voir ce Jean-Vilar dans toutes ses poses, moitié comique, moitié tragique, moitié incertaine, moitié inquiète. Merveilleux. Je trouve que tout chez lui accompagnait le texte. Oh, je trouve ça prodigieux. Quant à Pierre Bertin, vous savez, merveilleux. Merveilleux. Tout. Enfin, vous avez passé une bonne soirée. Ouais. Et la première partie du spectacle, qu'en avez-vous pensé? Une ineptie et, sur le marché, prétentieuse. Prétentieuse. Mais vous avez compris. Bon, vous savez, il y a longtemps que j'ai fait mien le mot de Paul-Louis Courier, Dieu nous garde du malin et de la métaphore. Alors, il y avait beaucoup de métaphores. Il y avait peu de malin. Le malin manquait complètement. Et la malignité, c'est vous qui la mettez dans vos propos. Oh, écoutez, vous avouerez que c'est inepte. Inepte. Mais que trouvez-vous d'inepte dans cette Mais pièce? ce bavardage, cette versification, sans ces métaphores qui n'avaient pas de signification, n'est-ce pas? Mais je crois que vous, n'est-ce pas, vous êtes venu avec une idée préconçue. Mais je ne savais pas. Si, C'est ça, parce que j'allais voir Vaudeville. Mais oui, vous m'avez dit Maglone, c'est un nom très, Mais très oui. joli, très amusant. Mais Maglone, vous avez pensé à Madelon, je ne sais oui, pas, mais quelque chose oui. comme ça. Et je tombe devant ça, et devant ces cabots qui hurlaient. Quand je suis Beaucoup. passé dans les couloirs à patienter, donc je ne me tenais plus dans ma Mais baignoire. oui, je sais bien, vous avez même sorti un sifflet de votre poche et vous m'avez dit si je n'avais pas été invité, je sifflerais. oui. J'ai eu très peur, je me suis dit Et voilà le alors, scandale de j'ai la fait la soirée. connaissance de Madame Volterra, n'est-ce pas? Et j'avoue, j'étais le magasin, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est indécent d'avoir monté cette pièce, à côté d'une pièce de Gilles. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, Elle a mieux aimé rien répondre car elle aussi dirige un théâtre. mais c'est elle, son théâtre. Ah ben oui, c'est son théâtre. Mais Ah oui, oui. ben alors vous étiez bien tombé. Oh, ça m'a transporté. Dans notre dernier entretien, vous m'avez dit que la connaissance des caves du Vatican et d'Édipe au théâtre vous avait révélé toute la valeur de la personnalité d'André Gide. Ça a grandi, enfin ça, lui-même, enfin, ça m'a peut-être révélé, enfin, ça a augmenté pour moi une grande considération pour Gilles. Et je regrette bien qu'il soit parti, vous savez. J'en aurais parlé avec satisfaction aussi. Vraiment, je regrette bien. Mais on avait vraiment l'impression l'autre jour dans la salle qu'il était présent. N'est pas. Oh, Vous n'avez pas eu n'employez pas des choses comme ça, c'est Ben, ridicule. pourquoi? Non. Vous m'appelez M. Herriot qui a fait la conférence aux annales du commencement de la saison, n'est-ce pas? Alors il a fait l'éloge du bon farceur et il a dit « Je suis sûr qu'elle est dans la salle et que elle nous entend et que... » écoutez, moi je vais vous répondre. Écoutez, vous tirez tranquille pour user de moyens comme Oui, ça. oui, vous dites que... Évidemment, vous vous moquez de ces phrases, mais derrière ces phrases, il y a tout de même une vérité. Vous-même, vous avez été pris par cette vérité de la présence de Gilles. L'autre jour, je suis persuadé que quand vous avez applaudi, eh bien, vous pensiez à Gilles mort dans son cercueil. Non, écoutez, vous êtes un romantique. Mais non, c'est vous qui me l'êtes. faites tuer avec vos comparaisons. Tenez, vous aussi, vous vous figurez que les gens sont dans la salle. Et que si je pense Non, mais à vous Gilles... ne vous figurez peut-être pas qu'il était dans la salle, mais vous vous figurez André Gide dans son cercueil, vous me l'avez répété 36 fois. Moi, j'ai une imagination autrement portée, je l'imaginais vivant, vous l'imaginez dans son état de cadavre. Et ça, c'est vrai, vous me l'avez répété plusieurs fois, boule pourquoi, comme ça, je voudrais bien savoir la tête qu'il fait dans son cercueil. Eh bien, ça, c'est penser à quelqu'un, c'est avoir sa présence près de soi. Mais j'ai certainement pensé à Gilles, mais j'avais toutes les raisons d'y penser. Pour la nouveauté d'estime à son égard que sa pièce m'inspirait. Ça, je pensais ça encore. Je disais, je l'ai méconnu.
je l'ai méconnu. Et c'est pourquoi, je vous dis, j'aurais été enchanté qu'il soit encore là pour en parler avec lui. Et je lui aurais dit, vous savez, mon cher, c'est une révélation pour moi. Et je suis persuadé qu'il aurait été très heureux Voilà. parce qu'il tenait beaucoup à votre avis. Et il souffrait, et véritablement, c'est le mot, il souffrait de voir l'espèce d'incompatibilité d'humeur qu'il semblait y avoir entre lui et vous. non, n'est-ce pas? Mais non, lui avait beaucoup de sympathie pour vous, mais vous ne Ah, manifestiez pas seulement, énormément à n'est-ce son pas, il égard. devait sentir que... enfin, il n'y avait pas de... D'affinité, non? oui, il veut sentir que j'aimais beaucoup le ski rosé. Oui, je crois qu'il le sentait. Voilà. oui. Pour le reste, n'est-ce pas, nous avons toujours été très bien ensemble. Peu de temps avant sa mort, pendant les entretiens, il m'a dit « Ah, ce Léoto, je sais ce qu'il a dit de moi l'autre jour dans un entretien. Ah, est-il perfide, perfide, il vous trouvait très perfide. Ainsi, je l'ai vu chez Madame Gould, il m'a presque serré dans ses bras, et puis voilà, quelques mois après, il dit de moi pique-pendre au micro. Alors, j'ai pris votre défense, on pourrait vous le dire. Alors, à ce moment-là, André Gide me dit « Eh bien, voyez-vous, Léoto, tel qu'il est, Léoto, cet homme, enfin, qui est perfide, n'est-ce pas, qui dit du mal de moi, qui en pense beaucoup, eh bien, point de suspension, je pensais qu'il allait dire il m'énerve, il m'a supporté. Je l'aime beaucoup. Et ça, c'était très gidien, cette espèce d'affection qu'il vous portait malgré vous. Oui. Et je voulais vous le dire parce que vous ne vous en êtes pas assez rendu compte, et je crois que parmi les personnes qui, à la fin de sa vie, l'ont un peu tracassé, l'ont un peu assombri sa vieillesse, vous en étiez de ces personnes-là. Et je crois que ça ne vous fait pas très plaisir de le savoir, parce que finalement, au fond, vous ne lui vouliez que du bien. Ben oui. Non, mais n'est-ce pas, Gide pouvait avoir enfin, une certaine estime pour moi, parce que je n'ai jamais été de ces flagorneurs qui parlent derrière, n'est-ce pas, non. Mais je vous dirais que il y a... De Noël m'a rapporté un jour un propos et qui m'a déplu pour... je lui ai dit, je ne comprends pas que j'ai dit ça vocabulaire. Et il a dit à De Noël, évoquant la sympathie réelle qu'il avait pour moi, quand je pense qu'on dira un jour que je ne pouvais pas blairer Léoto. Vous savez ce que signifie blairer? Oui, je sais, oui. Alors je dis à De Noël, comment un homme comme lui peut-il prononcer pareil mot? Oh, si. Oh, je trouve ça répugnant. J'ai un extrême dégoût pour certains vocabulaires. Mais vous avez beaucoup de pudeur pour certaines choses, c'est vrai. Non, je n'aime pas la grosseur du langage. Par exemple, n'est-ce pas, je n'aime pas les gens qui disent c'est un lettre et vous leur dérivez. Je trouve ça. C'est fou, c'est comme ça. Quand j'avais 8 ans, quand j'avais 5 ans, que je voyais Père Léoto péter à sa question. Oui, ça, vous l'avez dit. Cet homme que vous dites qui se décrottait le nez à la table, qui pétait en société, ça me dégoûtait. Oui, oui. Non, j'aime pas ça. C'est Rouvert qui m'a dit, mais enfin, écoutez, ça a été sans intérêt, ce que vous avez dit sur les grossièretés, la vulgarité, les malpropenses de vos auteurs. Qui voulez-vous que ça intéresse? Eh bien, je connais la femme d'un médecin de Saint-Maur qui n'a jamais lu un livre. Ah, elle ne connaît rien. Mais elle a quelque chose de la tête. Elle me dit, monsieur Rouvert a tort, parce que ça a tout de même son intérêt par les réactions que vous avez dites. Ça a un intérêt par contraste avec vous. Oui. Ouais, ben, Rouvert n'a pas trouvé ça. Enfin, nous voilà de nouveau bien loin d'André Gide, et je voudrais y revenir pour vous demander quelle impression vous avez éprouvée le matin quand on vous a téléphoné pour vous dire André Gide est mort. Je dirais que je ne peux pas dire que ça m'est... C'est plutôt la vue, n'est-ce pas? Je suis plus sensible à la vue qu'à la représentation. Qui est-ce qui m'a fait passer dans la ruelle du lit? C'est Amrouche et puis... Qui vous a fait? Passer dans la ruelle du lit, parce que vous savez que les gens étaient sur le... Mais alors, port. j'étais avec vous à ce moment-là, parce que j'étais allé vous chercher à Fontenay. Oui. Qui est-ce qui m'a fait passer, quand j'étais rue Vaneau, dans la ruelle du lit? Il me semble que c'est Amrouche. Eh ben, il a fait doucement là. J'étais déchiré. Et est-ce que le visage d'André Gide sur son lit de mort vous a paru refléter une certaine majesté, une certaine crispation au contraire? Non, une détente, oui. une sérénité? Le reste, la mort apporte toujours ça. Il avait son visage un peu chinois, tout ça. Oui, son visage très chinois. Ouais. Mais le lendemain, son visage s'était déjà détendu. Ah. Et le jour où nous l'avons vu ensemble, on avait l'impression qu'il était tout de même dans la crispation de la mort, tandis que le lendemain, il était comme dans une espèce de détente que procure la connaissance de ce qu'on craint. Ah, ouais. Mais vous savez,
J'ai lu dans le Figaro l'article de Schlumberger où il a... Ainsi soit-il, s'appelle cet article. Vous savez, l'homme, jamais, je ne sais pas si il n'a jamais écrit plus simplement que ce qu'il a écrit sur ce cahier de papier collier qu'il avait préparé. Vous savez, je trouve ça admirable, cette résignation, cette acceptation. J'ai dit, il y en a une grandeur morale. On m'a dit, vous avez raison. Voilà. Et quelle impression vous a donné la cérémonie à Cuberville? Mais bon, j'ai regretté qu'elle ne soit pas ce qu'elle aurait dû être, tout en me rendant compte Les nécessités sociales. Non, que le châtelain du pays, il était tout naturel, que n'est-ce pas, enfin. Oui. Ouais. Mais je vous dis, c'est surtout ce cahier qu'il avait intitulé Ainsi soit-il, les jeux sont faits. Oh, je trouve ça. Ouais. Beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, et puis un grand sens religieux. Un grand sens religieux. Et vous admirez ce sens religieux, vous qui en êtes totalement démuni? Mais j'admire le sens religieux. Oui. Après les guerres, toujours, il y a une reconnaissance du sentiment religieux. Il y a des gens qui ont perdu un mari, un frère, une sœur, et bien si ces gens-là trouvent un réconfort dans la croyance religieuse, qui pour moi est illusoire. Mais pourquoi voulez-vous la religion? Pourquoi voulez-vous la religion? Vous avez parfaitement raison. Voilà. Et puis, vous savez, je me rappelle que, il y avait une fois une pièce de Padron qui s'appelait Le Monde de l'Océan Ennemi. Il y avait là un espèce de général, si vous voulez, un peu armé, tout ça, qui disait il faut une religion pour le peuple. C'est plus vrai que ça. Il faut aussi une religion pour l'individu. Oui, mais vous savez... Pas seulement pour le peuple. Quand on craint quelque chose de mystérieux et de surnaturel, enfin les gens qui ont une sale âme. Vous pensez que ça les endigue, que ça les rend meilleurs qu'ils ne sont? Ça les arrive. Est-ce que vous pensez, vous, que si vous aviez eu une religion, vous auriez été différent de ce que vous êtes? Non. Parce que vous avez un sens chrétien très net, c'est évident, n'est-ce pas? Ça crève les yeux. Vous l'avez, mais surtout vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des hommes, au contraire, vous paraissez assez peu chrétien. Mais est-ce que vous pensez qu'une éducation religieuse vous aurait fait agir autrement vis-à-vis des hommes? Écoutez, n'est-ce pas? Je me vante peut-être, quoique je me suis souvent examiné. J'estime que je suis un homme qui pourrait vivre sans religion et même sans loi. Parce que vous faites votre loi vous-même? Non, parce que jamais l'idée il n'est pas dans ma nature de pouvoir jamais commettre le plus petit délit qui rangerait sous l'application des lois. Voilà. Vous avez le sens inné en vous de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. En somme, vous voulez dire que vous n'avez pas besoin de règles, de catéchisme. Non, vous dites ça c'est bien, ça c'est mal, vous le sentez. Ouais. Je vous l'ai dit, je trouverai dans la rue de Fontenay une liasse de billets de 1000 francs, je ne me baisserai pas pour le ramasser. Oh, ça n'est pas un sens chrétien, c'est une forme de détachement. Je viens de vous dire qu'il y a le chrétien et la vie civile. Oui. Là, c'est pas même pas ramasser une liasse de billets, c'est faire preuve d'un peu de légèreté. Non, parce qu'on peut mais les ramasser pour les rendre, ça. Alors, non. Là, bah oui, alors vous n'êtes pas très chrétien au fond. Enfin. Parce que vous m'avez souvent dit écoutez, vous appliquez le mot chrétien, il ne s'agit pas de vie chrétienne, là, il s'agit de vie civile. Voilà. Eh bien, même dans la vie civile, si on trouve une liasse de billets de banque, j'estime que civilement ou civiquement, on doit la rapporter au commissaire de police en disant... Oui, non, moi, je me contente de dire... Non, parce que vous dites que vous pouvez vous passer des règles, mais au fond, là, vous n'avez pas de règles. Mais il n'y a pas de règle qui m'oblige à porter au commissariat de police. Si, la règle de rendre service à quelqu'un, parce que justement, la personne... Ça, je m'en fous. Ah bon, ben là, à ce moment-là, vous avez donc... Voilà. Je n'ai jamais été altruiste, n'est-ce pas? Ah ben justement, mais votre éducation religieuse vous aurait peut-être un peu donné sens de l'altruisme. Oui, enfin, bon. Donc vous aviez tout de même besoin de la religion. Non. Vous auriez été un peu mieux que ce que vous êtes. Non. Enfin, moi, je le crois. Ainsi, moi qui ne crois à rien, eh bien, je suis partisan de la liberté religieuse, sur tous ces aspects. Il est un domaine que nous n'avons pas abordé du tout, c'est le problème de l'art. Ou plutôt le problème des arts. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, vous avez horreur encore plus des artistes que de l'art. Ah non, tout de même. Écoutez, n'exagérez pas. Le mot art, pour moi, n'a pas de signification. Voilà, non, les arts. Je ne veux pas employer le mot esthétique, parce qu'alors là, ça serait encore plus grave. Non, écoutez, je n'ai pas horreur. Alors, vous le remplacez par quoi, l'art, le mot? Par peinture, sculpture, littérature. C'est-à-dire que vous le fragmentez. Enfin, c'est tout de même... moi, c'est surtout, n'est-ce pas, c'est surtout au point de vue littéraire,
J'ai horreur des écrivains qui font de l'art. Oui. Vous n'aimez pas les ébénistes comme Flaubert. Non. C'est ça. Bon. Mais alors, la peinture, pour vous, est un art. Oui. Et c'est justement de la peinture que j'aimerais que nous parlions, plutôt que vous parliez. Vous êtes parmi les célébrités, l'une de celles qui a été le plus souvent, comment doit-on dire, porte-acturée. J'ai toujours peur devant vous de dire un mot que vous allez, désapprouver. Ça ne date que de votre affaire de radio, ça, tous ces gens qui si, m'envahissent mais, avec une boîte de couleurs. Oui, mais ils viennent avec une boîte de couleurs et aussi avec un appareil de photo. Alors, je parle des peintres qui vous ont reproduit il y a déjà pas mal de temps. Quel est le premier peintre qui a fait votre portrait? Émile Bernard. Oui, c'est ce portrait qui est reproduit dans le choix de page d'André Roubert. Qui est aussi de mon livre, oui. Vous savez, enfin, il est très bien, ce portrait. Il est très bien portrait. Enfin, il a la peau. Enfin, il vous plaît, vous vous trouvez suffisamment avantageux. Un peu embelli, mais enfin. Oh, ça ne vous déplaît pas, ça. Ah, j'aime pas ça. Non, vous aimez la vérité, même quand elle est cruelle pour vous. Bon. Et le peintre, quel est? Je vois dans votre journal, en 1903, vous dites que on est en train de faire votre portrait. Oui, c'est un jeune peintre anglais que j'avais connu chez Schwab. Et qu'est devenu ce tableau? Oh, il a moisi. Il était inachevé. Il a moisi chez qui? Ben, chez moi. Il n'était pas fini. Bon, il n'existe plus. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Mais il y a un autre dessin qui vous représente travaillant à votre bureau, un dessin de Vuillard. Ah oui, lithographie, qui est également dans le choix de page. Oui, c'est une lithographie. C'est une lithographie. Qui a été tirée à beaucoup d'exemplaires. Je crois que c'était pour l'édition d'Amour qu'a fait Mademoiselle Dormois. Ouais. Alors il est venu vous dessiner dans votre bureau du Mercure. Oui. Et alors il paraît ceci, n'est-ce pas? C'est Mademoiselle Dormois qui me l'a dit, parce que moi sur place je n'ai rien regardé. Il paraît que le premier jet était étonnant. Étonnant! De ressemblance, Puis il est revenu 5 ou 6 fois pour le signaler. Chaque fois qu'on veut signaler quelque chose, on les reste. Mais vous êtes pour le premier jet en peinture comme en littérature, oui. Il n'y a rien qui abîme comme le travail. Mais le portrait qu'il a fait de vous est tout de même très ressemblant. Oui. Très ressemblant. Et il y a un dessin de vous qui est aussi très ressemblant avec tout ce que la caricature peut apporter d'imprévu, même d'imprévisible, parce qu'on découvre les gens comme on les a jamais vus. Et cependant, bien ce dessin, c'est celui de Rouvert. Oui. Rouvert a un talent considérable et ses caricatures ont pu porter. Et j'ai trouvé des gens de la carrière, je veux dire. Un artiste. J'ai trouvé des gens, à propos de ce portrait que m'a fait Matisse, je me dis, oh, Rouvert a bien l'autre bande de patte que Matisse. Ah oui, parce que Matisse a fait un portrait de vous aussi, et qu'est-il devenu ce portrait? On me téléphone un soir que M. Matisse désire faire mon portrait. Je ne sais pas. Vous le connaissiez de nom tout de même. Ah oui, mais enfin, quand nous parlons connaître. Ah oui, mais enfin, il y a des grands noms que vous méconnaissez aussi. Ouais, alors, même je ne connais pas M. Matisse, je ne l'ai jamais vu, ça me gêne, moi, n'est-ce pas? Non. Alors on me dit, vous savez, si vous refusez, vous faites une impolitesse à M. Matisse. Bon, enfin, bon, tiens, bon. Alors, je suis allé plusieurs fois chez M. Matisse, qui, je dois lui rendre cette justice, a été avec moi comme si on se connaissait depuis 40 ans. La sympathie, la cordialité, le rire. Il s'est mis à me chanter la chanson de Piquinquin, vous connaissez? Oui, il est du Nord. Piquinquin, oui. Charmant. Et alors, il était toujours couché, n'est-ce pas? Et il faisait des croquis, voilà. Rouvert était à côté de lui. Et alors, il a fait, il a bien fait une quinzaine de croquis. Enfin, il y avait plusieurs jours de pause. Et alors, Rouvert était là, il montrait à Rouvert, il disait, oh, quelle spiritualité, c'est merveilleux. Bon. Enfin, jeudi, j'arrive, et M. Matisse était couché, et je me mets sur une chaise, en me disant, c'est encore un jour de pause. Alors, on barbardait, là, et tout d'un coup, Rouvert me dit, les deux regardaient dans là-bas, derrière. Ah oui, parce que M. Matisse m'avait expliqué, n'est-ce pas? Voilà, je fais des croquis comme ça. Et puis je les épingle au mur de ma chambre à coucher, de façon à les avoir sur le regard quand je suis couché. Alors, n'est-ce pas, tout ça, il y a une maturation qui se fait dans ma tête, n'est-ce pas? Une élimination de ceux qui sont moins conformes à ce que je désire. Non, le tout se fond dans un salle, et un jour, je prends une feuille de papier, hop, et c'est fait. Alors, je vous dis, Robert me dit, attends, regardez le mur, si. Je me lève, et je vois le haut mur, une grande feuille de papier où il y avait un clair de lune. Un clair de lune! Je me dis, non, Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire?
Oh, allez, Mais au milieu de ce clair de lune, il y avait quelque chose. non, hop, comme ça. Regarde. Alors, j'ai dit, pour ça que... Alors, je reviens et je dis, ah, oui, étonnant. Ouais. Et puis enfin. Vous dites à Matisse que vous trouviez ça étonnant. Oui, Oui, vous étiez sincère parce que ça vous étonnait. Je dis étonnant, je sais pas pourquoi. Mais Alors, pas très sincère, parce que c'est la pas façon facile. dont vous disiez étonnant pouvait prouver Non, que vous trouviez étonnant. ça Mais j'étais étonnant de aplati, talent. mon frère, j'étais aplati. Ça me fait pouffer. Ces gens, Mais ça ne ferait peut-être pas pouffer Matisse s'il le savait. Il le sait. oh, il va le savoir. Ces gens qui... Non, c'est que j'ai vu chez Matisse, la peinture d'une chambre d'hôtel qu'il occupait dans sa jeunesse, en Corse, une merveille. De même qu'il y a chez Madame Apollinaire, boulevard Saint-Germain, au-dessus d'une porte, une grande peinture représentant deux amants complètement nus au lit. Une merveille. Ces gens-là, pour moi, se font l'effet qui se sont demandé un jour, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour épater le public? J'admets comme vous qu'il y a une certaine forme de peinture actuelle qui vraiment fait trop fi de la forme. Enfin, qui cherche par trop de combinaisons Oui, on à sait aller dans pas, l'excentrique. on sait pas. Bon. Bon, il y a un critique d'art en combat qui s'appelle Estienne, je crois. C'est inouï. Je ne connais qu'un critique d'art qui soit clair pour moi, n'est-ce pas, censé? C'est Claude Roger Marx, oui. Voilà un homme, mais il écrit en français, il a des jugements, enfin, n'est-ce pas? Mais Estienne, n'est-ce pas? Plus c'est obscur, plus c'est abstrait. Et surtout s'il parle de la peinture abstraite, alors là, ça devient... peinture abstraite. Et il y a un autre peintre qui a fait votre portrait dernièrement, d'ailleurs c'était pendant les entretiens, c'était Paul Brett. Ah ouais. Alors là, vous avez beaucoup aimé ce portrait, Ouais. vous avez même fait faire une photo, vous l'avez Ouais. emmené chez vous, Ouais. et ensuite vous Ouais. avez paru Ouais. beaucoup moins l'aimer. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on m'a fait poser pendant 3 heures et que j'ai fini par m'endormir. Oui. Et qu'alors? Alors vous vous trouvez éteint? Oui. Je ressemble à Rémi de Bourbon. À Rémi de Gourmand. Ouais. Et vous l'avez beaucoup aimé sur le Eh moment. oui, bah, je sais pas, oui. Et c'est un très bon portrait de vous, je trouve. Ouais. Il y a un homme qui a fait un portrait de moi presque grandeur nature, c'est un homme aisé. Ah oui, osez, le Mais- portrait se trouve chez Rouvert. Ouais, ben oui, c'est là que je l'ai vu, je ne le connaissais pas. Et vous savez que j'ai retrouvé un portrait de vous, je voulais le montrer. Ah oui, il est drôle. Il est drôle, un portrait de vous fait en 1915 Ouais, que bah, j'ai bah. récupéré de justesse au moment où il allait partir pour la salle des ventes. Ouais, dans vous l'appartement avez du... toutes les chances. Oui, c'est une chance, l'appartement du Fléau. Oh non. C'est un jeune garçon qui s'appelle Yves Dan qui me l'a Oh. montré. Il n'était pas sûr que ce fût vous. Ah oui. Et vous êtes bien reconnu d'ailleurs. Oui, oh, ça m'a rappelé cette demoiselle, oui. Oui. Et au fond, vous étiez très beau garçon. Non, Ah si. non. Ah, vous aviez déjà cet air un peu sévère, un peu dur, caustique et cruel aussi. Faut bien le dire. Je voulais vous demander, dans votre vie, comment vous aviez pu conserver cette sveltesse que vous avez, cette vigueur, sans jamais pratiquer de sport? Est-ce que vous avez eu des Mais- règles d'hygiène très strictes auxquelles vous avez non, obéi? non, mais écoutez, mon cher, vous ne me ferez pas croire qu'on est destiné à se porter mal parce qu'on ne fait pas de sport. Non, non, mais le sport aide à se porter mieux. Or, vous vous portez C'est bien, pas vous sûr, avez c'est pas 70 sûr. ans. Écoutez, le sport à l'extrême rend tuberculeux. Bon, eh bien écoutez, ne parlons pas de sport, je vous demande simplement la recette qui vous a permis Moi, de j'ai vivre si toujours- bien et si J'ai vieux. toujours eu une vie très régulière, n'est-ce pas? Je n'ai jamais bu d'alcool, ni d'absinthe, ni tout ça, n'est-ce pas? Je me suis toujours nourri très simplement. Et vous ne n'est-ce pas? buvez pas de vin. Et je ne bois pas de vin. Voilà, je n'aime que le vin blanc et comme au fond, il vaut mieux n'en pas boire, je n'en bois pas. Voilà. Vous vous nourrissez aussi très sobrement. Très sablement. Et puis, je vous dis, d'abord, j'ai vécu pendant très longtemps, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, avec du pain et du fromage. Et puis alors, j'ai commencé un peu à manger mieux quand j'ai connu cette femme qui s'appelle le Fléau, Oui. bon, qui était une cuisinière remarquable et très soucieuse de ne jamais manger les choses qui sont nuisibles. Par exemple, les coquillages, les huîtres, toutes ces saloperies, le pâté de foie gras, tout ça. Non. Voilà. Alors, en somme, vous avez... Et puis alors, n'est-ce pas, aussi, cette grande chance de n'être pas porté sur la table ni sur les liquides. Cette Oui, grande chance. au fond, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour ne pas Oui, non. abuser de la Aucune- nourriture. Vous Aucune ne... vertu. La table ne m'intéresse pas. N'est-ce pas, quand j'ai faim, un morceau de fromage ou une pièce de poulet, pour moi, c'est la même chose. On dit souvent que ce qui fait notre force, c'est la faiblesse de nos passions. En somme, là, vous avez été... vous avez suivi des règles d'hygiène très strictes parce que vous ne souffriez pas de les suivre. Oui, mais je n'y ai aucun mérite. Oui. Voilà. Mais vous seriez capable de suivre un régime si on vous l'imposait? Je ne vois pas quel régime on peut m'imposer après celui que j'ai. Oui. Ah, ça serait la privation complète, alors. Mais au point de vue purement du corps,
Oui. Est-ce que vous avez soumis votre corps à certaines règles tout de même, que par exemple faire de la marche Moi, les ah, moi, jours? j'ai toujours marché. Oui, pour aller à la gare, prendre le train, mais Mais à non, part ça. mais même aujourd'hui, quand je viens à Paris, n'est-ce pas, je descends à la gare de Luxembourg. Si loin que soient mes courses, même à Montmartre, je fais à pied. Donc vous sentez tout de même le bénéfice de Ah. cette action physique. Oui, oui, Mais tu c'est restes. une forme de sport alors. Si vous voulez. Enfin, Ah. on dit toujours que la marche, n'est-ce pas, est le meilleur des sports, si vous voulez. Mais moi, je suis capable de marcher une journée entière. Mais sans donc j'en être- reviens à mon idée, le sport a tout de même du bon, parfois. Bon, Et vous l'appliquez sans le savoir, encore une fois, vous n'avez pas le mot, mais vous le c'est faites. ça. Je m'aperçois que sur cette question du sport, vous voulez encore avoir raison. Ah non, Là, vous donnez raison au sport parce que je pense que c'est à... Je vous considérerai dorénavant comme un athlète. Ah bon, je vous en remercie. Mais cette idée de sport, chez moi, est liée à celle de confort. En somme, c'est pour que le corps ait une impression de confort quand on fait du sport. Et je voudrais en arriver à cette idée de confort. Savoir ce qui, pour vous, est confortable. Pour moi, le confort, c'est d'être embarrassé d'être un objet inutile. Voilà. Alors, ça n'est pas du confort. Si on est embarrassé, c'est plus du confort. Mais non, mais si, ainsi. Il m'arrive d'aller, n'est-ce pas, assez souvent déjeuner chez des dames qui sont formules d'argent. Bon. Oui. Eh ben, mon cher, alors, ces meubles dorés, ces tapisseries, ces objets d'art, tout ça, ces valets de chambre, ces cuisiniers, ces maîtres d'hôtel, s'il fallait que je vive là-dedans, mon cher, je m'en irais illico. Oui, mais vous êtes tout de même content d'apprécier ce cadre une fois ou deux par Non, semaine. non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Alors vous y allez malgré cela. Vous n'y allez pas à cause J'y de vais cela. parce que on m'a invité, que voilà, des gens, enfin, on bavarde un peu, n'est-ce pas? Non. Alors, chez vous, J'ai horreur des appartements musées, j'ai déjà horreur des musées, mais j'ai horreur des appartements musées. chez vous, je dois dire, ça n'est pas un bon, musée, non. ça n'a rien du musée. Oh non. Alors, qu'est-ce qui représente pour vous le confort? Moi, je le sais un petit peu parce que je suis allé chez vous, mais l'auditeur aimerait le savoir. Mais non, mais moi, je ne m'occupe pas du confort. Ainsi, regardez, je vais vous dire une chose qui est peut-être un peu flatteuse, si vous voulez, mais enfin, je couche sur un matelas qui certainement n'a pas été fait au moins depuis 45 ans. Je peux dire que c'est l'équivalent d'une planche. Oui. Et je me Vous en portez très bien. Ben oui, et vous savez qu'on dit qu'il est mieux, qu'il est plus salutaire de dormir sur le dur que dans la plume. Mais finalement, cette dureté fait partie de votre confort. Oui, pour le moment, je ne m'en aperçois pas. Est-ce qu'on appelle le confort moderne, ça, vous vous en moquez complètement? Non, mais je crois même que vous êtes hostile au confort moderne. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que le confort moderne? Ben, le confort moderne, c'est ce que met à la portée de tout individu vivant chez lui les perfectionnements de la science dans la vie domestique. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais si, par exemple, souvent je vous ai dit, pourquoi continuez-vous à vous chauffer avec un poêle à bois alors que vous pourriez avoir un radiateur électrique? Ça, c'est le confort moderne. Et vous n'en voulez pas. Pourquoi? Ah, pardon. Mon chauffage à bois, quand je m'absente et de continuer, il me permet, si je ne suis pas absent trop longtemps, de retrouver du feu. Votre radiateur électrique vous permet Mais exactement je n'oserais- la je même ne- façon de vous absenter. Je n'oserais pas laisser un... Et vous laissez un poêle à bois? Oui. Mais c'est Ah, aussi oui. dangereux, les escarbilles. Non, mon poêle à bois, il est fermé complètement. Oui. C'est un parallélogramme de fer. Rien ne peut s'échapper. Tandis que moi, radio électrique, je ne sais pas si enfin, il ne serait pas capable de mettre le feu. Ah oui, on serait capable, évidemment, si on approchait quelque chose trop près de lui. Mais enfin, Ouais. ça, un poêle aussi, c'est de la même façon. Oui, on peut. Mais tout ce qui est confort vous déplaît. L'électricité, Mm. vous l'avez eu très tardivement. Oui, oui. Et vous ne l'avez pas dans toutes les pièces. Non. Non. Dans votre chambre à coucher, est-ce que vous l'avez, l'électricité? Oui, j'ai une petite ampoule pour me coucher. Oui, mais vous avez tort de dire que le confort me déplaît. Il ne m'intéresse pas. Oui. Là, voilà. J'ai le téléphone. Je sais pas pourquoi je le téléphone. C'est parce qu'on l'a trouvé qu'à mon âge, il est utile que je puisse partir. Mais moi, je ne téléphone jamais. Voilà. Je téléphone 2 fois par mois. Ça quand on vous téléphone, Ah, je réponds. ça vous importune alors? Non, Vous non. préféreriez être tranquille? Non, non, ça ne me gêne pas. Non. Mais pour moi, moi, je n'ai personne avec qui téléphoner, que je téléphone. Non. Mais alors, dans les pièces où vous n'avez pas l'électricité, vous vous éclairez à la lampe à pétrole. Oui, et puis, enfin, quand je peux acheter des bougies, j'achète des bougies. Et Je le recevais- soir, votre journal, vous l'écrivez à la lueur de la bougie? Oui, bah, comme il va commencer à faire chaud, j'enverrai d'aller la lampe à pétrole qui me chauffe le visage, et je m'éclairerai comme j'ai toujours fait à la bougie. Oui. Une de vos particularités, dont on peut dire aussi que c'est une forme d'hostilité à l'égard du progrès,
c'est l'emploi par vous de la plume doigt. Mais oui, j'ai tout. Depuis 18 ans, je me charge une plume doigt. Et pourquoi? La plume doigt, mais mon cher, je peux écrire 10 heures de suite, ça Oui, je peux vous dire que vous fatigué. pouvez écrire Ça 10 heures de glisse. suite, seulement on vous lit très difficilement. Ah, mais ça m'est égal. Tout devient presque semblable, les Oh, plats et les il y a- déliés ne se font plus. Non, non, Ou il y a bien alors la- votre plume n'est pas bien aiguisée. il y a là qui intervient la question de l'état de ma vie actuelle depuis quelques années. Voilà. Je n'écris plus comme j'écrivais autrefois, de même que je ne circule plus comme j'écrivais autrefois. Mais où vous procurez-vous vos plumes doigts? On en trouve encore? On Moi, peut en mais acheter? j'ai un garçon, je ne sais plus comment il s'appelait, qui m'en a donné, je sais pas, au moins 300. Ah bon. Voilà. Mais on n'en trouve plus dans le commerce. Mais chez n'importe quel volailler, vous trouverez des Ah plumes oui, doigts. oui. Mais autrefois, on devait le trouver dans les papeteries. Et Mais maintenant, il on faut en aller dans les trouve, fermes. on en trouve, Encore. on en trouve. On en trouve qui sont réduites à l'état de plumes. Ah oui. On met ça dans une porte-plume, comme on met... Ah oui, mais alors, enfin, le but de la Mais- plume n'est plus respecté. Ah, pourquoi c'est Si, parce qu'on enfile une plume dans cette... Au lieu de mettre une plume d'acier, vous mettez une petite plume doigt. Ah oui. Voilà. Enfin, ça fait certainement partie, cet emploi de la plume doigt, de votre hostilité au progrès. Non. J'ai connu Alors les- c'est parce que vous y éprouvez une impression de confort, alors. Quand- Donc vous vous souciez du confort. J'ai connu l'emploi des plumes doigt quand j'étais au journal de la République française. J'avais 17 ans. Oui. J'ai trouvé ça merveilleux. Et alors depuis, voilà, j'ai créé un plume Vous n'avez doigt. jamais écrit avec un stylo? Non. Et vous ne voudriez pas? Ah, non, je trouve que l'écriture n'a plus sa marque. Dernièrement, quelqu'un m'avait dit, tiens, il faudrait que je fasse cadeau à Paul Léoto d'un stylo. Ouais. Je l'en ai Ouais. plutôt dissuadé Ah parce oui. que je pensais que vous ne vous en serviriez Ah oui, pas. c'est pas ça, un stylo. Non, si, c'est une forme de stylo, Ah, c'est ça. le stylo à billes. Ah oui, mais ça, je Mais crois- ça, vous trouvez ça pratique? Ah oui, quand je sors comme ça, Ah, si ben j'ai une alors note à prendre. vous évoluez. Ah, alors. bah, je peux pas transporter une plume doigt et un nez. Ah, donc Et vous un voyez écrit. que c'est ça le confort, c'est ça le progrès. C'est Oui. de pouvoir avoir Ouais. dans sa poche Ouais, un c'est petit de stylo Noël qui qui... m'a fourré ça. Oui. Ouais. Vous connaissez de Noël, Ah, oui. très bien, Ouais, oui. ouais. Alors je voudrais vous demander ce que vous pensez du progrès, justement. Vous venez de me prouver qu'il vous sert, le progrès. Vous le desservez peut-être en disant ouais. du mal, mais il vous sert. Bien, bien. Oh, non, décidément, vous êtes autoritaire aujourd'hui et dominateur. Non. C'est la dictature. Ça Ouais. change. Parce que pour toutes les fois où vous l'êtes, vous dictateur. Oh. Non, le progrès ne m'intéresse pas. Je regrette certainement, comme tous les vieux messieurs, je regrette le passé. Je regrette le temps où le père Léoto, pour aller de la rue des Martyrs à l'Académie française le soir, lisait le journal en traversant les grands boulevards. Mais on risquait aussi bien de se faire écraser par Mais une pas du voiture à tout. cheval. Mais pas du tout. Et quand il voulait passer et qu'il y avait un fer, il prenait le cheval par la bride et il le maintenait le temps de passer. De même, les omnibus impériales. Avec Valérie, quand nous nous sommes connus comme ça, je sais pas, vers 95, je crois, tous les soirs, on prenait une succession d'omnibus impériales et on voyageait dans tout Paris. Et alors on passait par des rues où on pouvait voir dans les autres sols ce qui se passait chez les gens qui étaient à table encore. Voilà. Et alors on finissait par prendre des chocolats chez un cafetier qui avait une certaine réputation, un nommé Prévost, en face au gymnase. Vous n'avez pas connu ça? Non. C'est un endroit soigné pour ces choses-là. Voilà. Mais Oui, mais le progrès ne se manifeste pas seulement par la transformation des omnibus à chevaux oui, alors qu'est-ce que vous appelez le progrès? en autobus. Qu'est-ce que vous appelez le progrès? Vous ne croyez pas au progrès par la science? Oh, ça m'a... Non, je sais que vous n'aimez pas les savants. Enfin, vous pouvez tout de même apprécier ce que créent les savants. La Qu'est-ce preuve- qu'ils ont créé? Là, par exemple, ce stylo à billes que vous avez. Oh, On dirait que ce sont des petits savants qui ont fait ça, mais enfin, tout de Ben non, même. mais j'aurais un crayon à porte-mine, ça reviendrait au même. Voilà, il ne faut pas exagérer tout de même. Hein. Mais vous pensez que le progrès de la science, par exemple de la science chirurgicale, n'amène pas à un mieux-être Oh, dans l'humanité? ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne vous intéresse pas, mais tout de même, ça... Enfin, ça ne m'intéresse pas, je ne m'en occupe pas. Hein. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'humanité est en progrès? L'humanité ne sera jamais en progrès. Et est-ce que vous pensez que l'individu, dans son cadre personnel, lui, peut aller vers un progrès? Non, Mais vous n'avez pas l'impression qu'à votre âge, vous êtes en progrès sur ce que vous étiez à 20 ans? c'est rien du tout, c'est un progrès de savoir, c'est rien du tout. Non, mais vous ne cherchez pas le progrès d'ordre moral, vous ne cherchez pas à vous Vous perfectionner. vous me faites penser à cette ânerie qu'a prononcé Condorcet Oui. quand il a parlé
de la perfectibilité indéfinie de l'homme. Eh bien, je crois que nous en avons une preuve encore récemment de la perfectibilité indéfinie de l'homme. L'homme ne change pas. Non, mais je ne parle pas de la perfectibilité indéfinie de l'humanité, je parle de la perfectibilité définie de l'individu, chacun cherchant à se réaliser dans son cadre personnel. Non, mon cœur, vous parlez prétentieusement. La plupart des gens ignorent ce que vous venez de dire de là, Mais si, il y a un tas de gens qui ont le sens de la perfection. Mais qui ont non, la non, perfectibilité, qui mais veulent, pas du tout. qui veulent s'améliorer, Ah, heureusement. non, mais pas du tout. Mais Non, vous croyez que la plupart des individus ne cherchent pas à être mieux que ce qu'ils sont? mieux matériellement, mais pas plus. Et vous? Quoi? Qu'est-ce que vous avez cherché à vous élever? Moi, je n'ai jamais rien cherché, Vous moi. n'avez rien cherché? Mais non. Vous vous êtes trouvé comme ça? Ben oui, moi j'ai toujours vécu au jour le jour, voilà. En oubliant la veille et sans m'occuper du lendemain. Et puis non, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas dans la tête. Et justement, on peut avoir dans la tête le désir de se perfectionner. Mais non, vous faites de la pédagogie. C'est pas de la pédagogie. Mais si, c'est de la Vous pédagogie. avez une psychologie assez particulière. Mais la que vous psychologie, êtes qu'est-ce que ça veut dire que la psychologie? imperméable à certains sentiments, mais non, on est responsable de rien. non, ce que je voulais vous demander, c'est justement si vous aviez cherché à progresser. Non. Bien. Je vous remercie Non, de et cette si vous voulez- affirmation qui est une négation. Voilà. Ces entretiens ont suscité pas mal de réactions. Et je crois que beaucoup d'auditeurs seraient curieux de savoir comment ces réactions du public se manifestent dans la vie de celui qui les a provoquées. Autrement dit, dans votre vie. Alors je voudrais vous demander comment vous avez eu les échos de ces entretiens chez vous. Mais par la correspondance. Oui, vous avez reçu une énorme correspondance. Vous-même, vous m'en avez transmis, la radio aussi m'en a transmis. Et qu'avez-vous fait comme réponse à ces lettres? Y avez-vous répondu? Ah oui, une moyenne de 250 francs d'affranchissement par jour. Oui. Les auditeurs vous ont ruiné. Voilà. Mais j'ai reçu des lettres étonnantes, des lettres. Mais enfin. les lettres émanaient de qui, en général? Est-ce que c'était plutôt des femmes, des hommes, Il y a des tout. jeunes, des Parisiens, des provinciaux? Des provinciaux surtout. Oui, ils ont plus le temps d'écrire. Oui. Et ce devait être surtout des femmes. Non, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Moi, j'ai reçu pas mal de lettres aussi, et surtout de femmes. Ah ouais. J'ai reçu des lettres de femmes, j'en ai encore reçu une ce matin. Est-ce que c'était toujours des lettres élogieuses? Toujours. Ah, vous avez de la chance. Ouais. Moi, j'ai reçu quelques lettres qui n'étaient pas dans un pot, comme Oui. vous dites. C'est sûr que Mais- on me traitait de pion, de cuisse, Ouais, ouais. d'impertinent. Mais dans certaines des lettres que j'ai reçues, vous preniez aussi quelque chose. Ah bon, et vous ne me les avez pas communiquées par gentillesse? Oh, bon, on prétendait, n'est-ce pas, on m'a dit toujours, enfin, M. Mallet vous empêche toujours de parler. Est-ce que vous avez cette impression? Et M. Mallet voudrait toujours vous faire parler, enfin, des choses admises, des choses consacrées, n'est-ce pas? Et alors, on sent que, enfin, il est trop conformiste, enfin, Mais vous le il faut gênez. bien que je sois un peu conformiste en face de vous pour faire rebondir la balle. Si je pensais comme vous, on ne me dirait pas rien, nous serions du même avis. Vous m'avez toujours dit que quand on était du même avis, c'était pas la peine de Oui, parler. naturellement. Oui, enfin, Alors moi, mettons que par moment, je force un peu ma pensée pour vous forcer à exprimer la vôtre. Oui. Ah, il faut peut-être... Vous êtes trop solennel, voilà. Vous êtes trouvez trop solennel? Oui, même tout à l'heure, dans cette question de progrès, n'est-ce pas? Non, vous êtes trop social, enfin, vous êtes trop Ah, mais ça, c'est un compliment plutôt. pour moi. trop utilitaire, n'est-ce pas? Voilà. Vous considérez la science l'utilité, n'est-ce pas? La bienfaisance, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun intérêt, la bienfaisance. Ah si, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. C'est oui que ça me fasse, à moi que je vois qu'on va ouvrir ce matin une enquête sur le cancer. C'est oui que ça me fasse, moi. Comment ça ne m'intéresse pas, moi? Je suis pas agent de la santé publique. Eh ben vous, ça vous intéresse, ça, n'est-ce pas? Mais il vaut mieux que ça m'intéresse, parce que justement, vous prenez le contre-pied, comme ça vous exprimez vos opinions. Oui, seulement. Si ça ne m'intéressait pas, je vous poserais pas de questions dans Chez ce vous, sens-là, on ne saurait rien. chez vous, c'est une faiblesse de vous intéresser à ça. Eh bien, mettons que c'est j'aime cette faiblesse. C'est un altruisme, n'est-ce pas? Non, enfin, non. Alors vous non. me trouvez trop solennel, en somme. Ouais, Et vous ouais. estimez alors que quelquefois, quand on m'a traité de cuistre, on avait raison. Ah non, on non. n'a jamais traité de cuistre. On a trouvé aussi que j'étais impertinent, et ça, est-ce que vous le pensez? Non. Ah non, mais vous aimez l'impertinence. Oui, non, je ne trouve pas, non. Donc, Mais il d'ailleurs, est je bien ne me permettrai certain. pas de là, je suis avec vous comme Oui. nous sommes chez nous, quand nous nous voyons. Oui. Non, mais enfin, il y a bien aussi quelque chose de vrai là-dedans, c'est que vous avez témoigné à mon contraire, n'est-ce pas, une certaine vénération pour des choses, n'est-ce pas,
consacré, établi, respecté, voilà. C'est ça, on dit... oui. Oui, on a dit quelquefois, le vieux, c'est Malais, le jeune, c'est Paul Photo. Mais vous me forciez à prendre cette position, évidemment. Parce que, au contraire, souvent, je sens beaucoup comme vous. Pas quand vous dites que l'altruisme ne sert à rien, ça, je ne sens absolument pas comme vous. Mais pour bien des choses, je sens comme vous. Mais alors, vous ne vous êtes pas montré complètement. Ah, si, je me suis montré aussi complètement que je le pouvais pour vous faire rebondir. Bien. Bon, enfin, n'étalons pas nos discordes ici. Non, n'étalons pas. Non, c'était simplement pour parler des lettres que vous aviez reçues, que moi-même j'avais reçues, dans lesquelles on me reprochait d'être impertinent. Oui. Je vais vous demander si vous aviez l'impression que je l'avais été. Non, impertinent, non, jamais, au contraire. Je vous ai même reproché souvent d'être trop cérémonieux. D'être trop déférent. Oui. Vous savez que c'est vrai. Non, je ne trouve pas que je le sois trop. Non, que je vous ai reproché. Ah oui, vous me l'avez reproché. Vous voulez dire, on est camarades. Oui. Voilà. Mais je suis content que vous le disiez au micro, parce que comme ça, on ne pensera plus que je vous maltraite, comme on l'a dit quelquefois. Oui, j'ai horreur de cérémonie. Car vous me maltraitez beaucoup plus que je ne le fais. Oui, mais enfin, on est des camarades. Moi, je suis des camarades avec tout le monde. Vous savez, la hiérarchie et toutes ces blagues-là, non. Je sais bien que vous... Non, ça m'est égal. N'y tenez pas. Ouais. Alors, pour revenir à ces lettres, je voudrais savoir quelles sont les lettres qui vous ont le plus frappé. Est-ce qu'il n'y a pas de ces lettres qui est contenu des propositions, de cadeaux, de... Oui, on m'a envoyé des tas de choses. Mais qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Il y a une chose qui m'a surpris, c'est de voir dans ces lettres tant de gens qui étaient capables de porter des appréciations littéraires exactes. Voilà. Ça m'a surpris. Vous avez l'impression que leur jugement était souvent juste? Oui. Ainsi, j'ai reçu une lettre ce matin, n'est-ce pas? C'est une femme qui habite Moulins, je crois, oui. Moulins. Eh bien, elle donne une définition de ma façon d'écrire qui est parfaitement, n'est-ce pas? Ce n'est pas la veuve d'un colonel? Non, c'est rien. Parce que de Moulins, j'ai reçu la lettre d'une veuve de colonel qui était une grande admiratrice. Ah ben, non, je ne me rappelle pas son nom. Et une fois, quand elle parle de la façon simple, naturelle et vivante que j'écris, ben, je suis en fait tout de même... Enfin, je ne m'attendais pas à trouver comme ça des appréciations, enfin, aussi juste, si vous voulez. Mais quels sont les cadeaux qu'on vous a faits? Oh, on m'a envoyé une paire de madeleines qui montait jusqu'aux cuisses, au moins. Voilà. Alors j'ai été obligé de répondre que je ne portais pas de ces choses-là, que je porte des chaussettes de fil. Alors on vous a envoyé des chaussettes de fil? Non. On m'a envoyé, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? On m'a envoyé un porte-monnaie de luxe que j'ai donné à ma voisine. Oh, écoutez, vous allez retirer bien des illusions à la personne qui vous l'a envoyé si elle vous écoute. Ah oui, ça, oui. Voyez. La trahison. Ouais. Qu'est-ce qu'on m'a encore envoyé? On vous a envoyé des photos, je pense. Ah oui. On m'a même envoyé des photos libertines. Oh. Avec une adresse. Ça. Mais vous avez reçu des photos d'animaux, je pense. Oui. Ah oui. Ce porte-monnaie était envoyé par, enfin c'était un détour aimable, par un chat qui joignait sa photographie. Ma maîtresse, le chat, vous envoyez ici, enfin, voilà. C'était spirituel. Non, enfin, autant. Est-ce que vous n'avez pas reçu la proposition d'un tailleur? Ah oui. Parce que vous avez dit une fois au micro que vous auriez beaucoup désiré avoir un pantalon à carreaux. Il m'a dit, monsieur, mon père est tailleur, je mets à votre disposition pour vous faire un pantalon à carreaux des dimensions que vous voudrez. Je n'ai pas répondu à celui-là. Non, il faut pas. Écoutez, tout de même, non, n'est-ce pas. Ces gens-là croient que circule le pied nu, tout de même. Non. Non, mais c'était très gentil de la part de ce garçon qui savait que vous désiriez ça. Je ne suis pas sensible aux gentillesses. Non. Et vous avez reçu aussi, je crois, des livres. Ah oui, j'en ai une montagne. Et aujourd'hui, je vous en ai apporté encore quelques-uns, des plaquettes de verre. Je suis très étonné d'ailleurs de voir que les auditeurs vous envoient les verres après ce que vous en avez dit. Ouais. Après avoir dit que maintenant vous aviez une espèce de répugnance pour la poésie, vous envoie des poèmes. En voici 4. Voyez, je vais vous remettre. Voyez, ça juge les poètes, ça. Ouais. Pourquoi ça les juge? Parce que j'ai dit que... Mais ce que je reçois aussi, ce sont des manuscrits sur lesquels donner mon avis. Je réponds toujours, monsieur, je ne me mêle jamais de juger les écrits d'autrui. Jamais. Est-ce que les journalistes n'ont pas assiégé votre maison à un certain moment? Et je ne suis pas content d'être parce que, n'est-ce pas, on entre chez moi, on interview, on publie des articles qui sont une fantaisie excessive, on ne m'envoie jamais rien.
Et on a pris beaucoup de photos de vous aussi. Oui, ben jamais on ne m'a rien envoyé. Je veux même me procurer l'adresse d'une revue qui s'appelle Vogue, je crois, n'est-ce pas, pour dire, écoutez, je trouve tout naturel que vous ne m'envoyiez pas un numéro qui coûte 500 francs, mais vous auriez pu m'envoyer la feuille où il y a la photographie que vous êtes venu faire chez moi. Mais Adam vous a envoyé le Ah numéro oui, dans lequel Adam, il y je avait votre connais caricature. Oui, je connais monsieur Adam depuis longtemps. Monsieur Adam, enfin monsieur Dubois, le Ouais, directeur monsieur d'Adam. Dubois, ça revient au même. Et finalement, quelle est l'impression qui pour vous reste de ces entretiens? Euh, Une impression agréable ou désagréable? écoutez, l'étonnement. Voilà. L'étonnement devant quoi? L'étonnement devant l'effet produit. Ça, vraiment. Vous ne vous y attendiez pas? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et vous savez, je parle de ça vraiment, vraiment. Je n'en reviens pas. Jamais je n'aurais cru à un pareil courrier, n'est-ce pas? Jamais je n'aurais cru à tout ce qu'on me rapporte. Et jamais je me serais attendu à la réponse que M. Gazier a faite à ce député. Oui, puisque vous avez même eu les honneurs de l'Assemblée nationale. Ouais, L'interpellation. Oui, mais la réponse de M. Gazier, jamais je ne me serais attendu à ça. Et vous en avez éprouvé un sentiment de satisfaction? Oui, mais oui. Oui, parce que je pense que M. Gazier, rien ne l'obligeait à dire ça, n'est-ce pas, s'il ne le pensait pas. Voilà. Mais je n'en reviens pas. Alors vous avez tout de même, vous devez reconnaître que le progrès sert quelquefois à quelque chose. Ah, non. Puisque c'est grâce à la radio, Et puis, eh bien c'est cette radio qui vous a permis de vous révéler au grand public. mon Dieu, oui, que ça me fasse. Eh bien c'est une forme de progrès, là. C'est une forme de cabotinage aussi. C'est certain. C'était Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, réalisés par Georges Godebert, ont été diffusés pour la première fois sur les ondes nationales de fin 1950 à juillet 1951. Ils sont édités au Mercure de France. Paul Léotot est mort en 1956. Son journal littéraire a été publié en 19 volumes au Mercure de France.